Bonjour Neil Amour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur RMC. Vous avez 38 ans, 3 enfants. Vous êtes femme de ménage au quotidien, mais aussi depuis quelques années chasseuse de pédophiles le soir. C'est quoi être chasseuse de pédophiles ? Alors, chasseuse de pédophiles est un terme que je refute, dans le sens où je ne chasse personne. Donc, je me déguise en petite fille, je me mets dans la peau d'une enfant, dans le but de compromettre des prédateurs sexuels, afin de les remettre à la justice. Chasseuse de pédophiles, c'est le terme qu'ont employé les médias que vous n'aimez pas trop, je l'entends. Vous racontez votre histoire dans un livre aux éditions Télémac. Les prédateurs sont dans la poche de vos enfants, récit d'un combat. Comment on en vient à s'engager ? Pourquoi ce combat ? Pourquoi ? Parce que, à force de regarder plusieurs reportages, j'ai pu constater que la pédocriminalité dans ce pays n'est pas du tout punie, que la parole de l'enfant n'est pas valorisée, les enfants ne sont pas écoutés. Et j'ai voulu agir modestement à mon humble niveau en me disant il faut que je fasse quelque chose. Et de là, j'ai rejoint Steven Moore qui déjà avait créé son premier enfant virtuel et qui avait permis déjà l'arrestation de plusieurs pédocriminels. Steven Moore, vous faites partie de ce qu'on appelle la Team Moore, l'équipe Moore en français. Donc vous êtes combien en France à faire ce que vous faites le soir depuis votre ordinateur ? Alors notre collectif comporte environ une cinquantaine de membres, à 80% d'anciennes victimes de pédocriminalité. Et donc des parents, des hommes, des femmes, des enseignants, des assistants de direction, des musiciens, enfin les gens du peuple. Les gens du peuple dont vous faites partie. Je précise que vous parlez sous anonymat. Neil Amour, ce n'est ni votre prénom Neila, ni votre nom Moore. Vous avez repris celui de Steven Moore. Vous êtes aujourd'hui d'ailleurs masqué dans ce studio et vous racontez également comment vous procédez derrière l'écran pour prendre contact avec ces hommes. Je dirais même plutôt que c'est eux qui prennent contact avec vous. Comment faites-vous ? Alors, on crée un profil d'enfant virtuel avec nos propres photos que nous rajeunissons grâce à un filtre pour ne pas être accusé d'usurpation d'identité ou d'atteinte du droit à l'image. On laisse le prédateur nous faire la première demande d'amis et rentrer en contact avec nous. Sur Facebook principalement ? Sur Facebook principalement. Pourquoi sur Facebook ? Instagram. Alors Facebook, c'est un réseau social qu'on pointe du doigt depuis plusieurs années, où il n'y a aucune modération, où on a prouvé que leur algorithme mettait en contact des mineurs et des majeurs. Donc c'est un réseau auquel on s'attaque spécialement, oui. Et qu'il faudrait mieux réguler, peut-être voire jusqu'à interdire en France à vos yeux ? Je dis pas interdire parce que c'est un réseau social qui est fantastique. On a besoin de ça aujourd'hui, mais il faut sécuriser les enfants qui utilisent les réseaux sociaux, les jeux vidéo en ligne. Tant qu'il y a un moyen de chat, il faut comprendre que les prédateurs sexuels sont dessus. Sur Facebook, vous vous appelez Lina, vous avez 13 ans, vous vous êtes donc créé un profil et puis une sorte de scénario pour faire vivre cette Lina. Elle a un papa, une maman, elle est au collège, elle en a un peu ras-le-bol des profs, enfin c'est presque un personnage réel. Et dès que vous l'avez mise en ligne, dès que vous avez mis en ligne ce profil, 2 heures plus tard, que s'est-il passé ? Et j'ai été alpaguée par des dizaines d'hommes. Des dizaines. Adultes. Quel est le contenu des conversations ? Alors au départ, ça commence toujours par un bonjour enchanté, quel âge tu as ? Donc je donne mon âge, qui est mineur, tout de suite. Je le répète au fil de la conversation et dans 95% des cas, les conversations sont à teneur sexuelle. Ces individus ils envoient ce qu'ils pensent être un enfant, des photos de leur sexe, ils se masturbent derrière l'écran. Ils vont donner des rendez-vous dans le but d'avoir des rapports. Donc là, ça va très très loin. Finalement, l'image qu'on a un peu, j'allais dire même image d'Épinal, de ce pédophile qui attend à la sortie des écoles avec un paquet de bonbons, qui propose de monter dans les voitures. Je ne sais même pas si ça a existé un jour, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas la réalité d'aujourd'hui. La porte d'entrée aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux. C'est sur Internet, ils ont tout à portée de clic. Quelques chiffres effrayants d'ailleurs, un enfant sur 10 reçoit régulièrement des sollicitations sexuelles sur Internet. 750 000 prédateurs sont en permanence à la recherche d'enfants sur Internet. La France, 3e pays hébergeur de contenu pédopornographique dans le monde. 3e pays dans le monde. Vous aviez conscience de ces chiffres avant de vous engager dans ce combat ? Avant, j'étais complètement ignorante. Par contre, pour reprendre les chiffres des 750 000 prédateurs, c'est un chiffre qui date de 2009.
On est en 2023, ce chiffre n'a jamais été réévalué. Pourquoi? Par rapport à ce qu'on voit, avec l'explosion d'Internet et la présence des enfants sur les réseaux, ce chiffre il peut être largement multiplié par 2. Vous ne vous contentez pas de converser avec ces hommes prédateurs, vous essayez de les identifier. Comment vous y prenez-vous exactement? Alors, l'équipe est composée de 2 rôles majeurs. Donc, il y a les intercepteurs, ceux qui se font passer pour des enfants, et les enquêteurs, qui, eux, doivent trouver l'identité de l'individu, son âge, son lieu de vie, son métier, pour qu'on puisse ensuite monter un dossier et le transmettre à la justice. C'est-à-dire des captures d'écran? Des captures d'écran, oui. Enfin, tous les délits sont répertoriés. Donc, ça va de la proposition sexuelle à la demande de photos nues, parce que c'est un délit, les envois de photos pornographiques, la corruption de mineurs, etc. Depuis le début de votre combat, combien de dossiers ont été transmis à la justice et combien de condamnations après? Alors, nous avons envoyé environ 120 dossiers. Ce qu'il faut comprendre, c'est sur ces 120 dossiers, c'est ceux dont nous sommes sûrs de l'identité de l'individu. Sinon, on aurait envoyé des centaines et des centaines de dossiers. Nous avons permis l'arrestation de plus de 75 personnes, dont 36 ont été condamnées à du sursis et du ferme. Et en 2019, on a lancé un mouvement citoyen dans lequel on a formé énormément de personnes qui, à leur tour, ont créé leur collectif et leur association basée sur notre méthode. Et ce mouvement réuni a permis l'arrestation de plus de 200 personnes. Comment c'est accueilli par la police, par la justice? Est-ce qu'ils comprennent votre engagement? Alors au départ, c'était très compliqué. Ils disaient littéralement que nous étions hors la loi, que nos éléments n'étaient pas recevables. Pourquoi? Eh ben, en fait, il n'y a aucune réponse parce que nous, on s'appuie sur l'article 227-22-1 qui stipule que le fait d'un majeur qui fait des propositions sexuelles à un mineur de 15 ans ou à une personne se présentant comme telle est puni de 2 ans de prison. Nous sommes cette personne se présentant comme telle. 2 ans de prison et même 5 ans s'il y a eu proposition de rendez-vous physique. Voilà, c'est ça, si les échanges sont suivis d'une rencontre, exactement. Nous avons persévéré, nous avons démontré que ces individus étaient, eux, hors la loi, contrairement à nous, que nos éléments étaient recevables, sinon nous n'aurions pas permis autant de condamnations. Donc ça dépend, j'imagine, des juridictions, certains procureurs plus intéressés que d'autres par vos méthodes. Alors maintenant, je veux dire, nos rapports avec les magistrats et les forces de l'ordre sont cordiaux, ça se passe très très bien. 95% de nos dossiers sont pris en charge par les enquêteurs et aboutissent à des arrestations et à des condamnations. Mais disons qu'il a fallu se battre contre un système pour prouver que ce sont ces individus-là qui se masturbent derrière l'écran, qui sont dangereux et qui doivent être hors état de nuire. Au Royaume-Uni, c'est presque devenu une habitude, c'est-à-dire que la moitié des dossiers de pédophilie sont envoyés à la justice grâce à des citoyens comme vous et moi, tout à fait. Il faudrait qu'il y ait une meilleure collaboration en France, améliorer encore les choses? Alors, cette collaboration maintenant, elle existe, mais dans l'ombre, puisqu'on travaille avec des enquêteurs, avec des officiers de gendarmerie et de police. Vous souhaiteriez que ça devienne officiel, qu'il y ait une loi? Qu'il y ait un statut, une loi, un cadre, quelque chose. C'est ce qu'on a demandé à M. Emmanuel Macron en 2019, qui nous avait promis qu'il allait mettre en place ce cadre légal. On est en 2023, on attend toujours. Un cadre légal avec un statut et pourquoi pas une rémunération ou quelque chose de la sorte? J'ai envie de vous dire non. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas une association, on est juste un collectif, on n'a aucun moyen financier. Et en fait, on veut montrer qu'avec 0 € et de la volonté, on peut arriver à faire bouger les lignes. Donc quand on entend le gouvernement et les autorités qui disent en permanence « nous sommes en manque de moyens », nous, on prouve qu'avec 0, on peut faire quelque chose. Et je reviens à ce que vous nous disiez à propos des dossiers que vous avez transmis. 36 condamnations, souvent du sursis. Et du ferme aussi. Du ferme. Maintenant, il y a plus de ferme. La justice avance sur ce genre de dossier. La justice avance, mais il faudrait que les peines elles soient plus lourdes parce que c'est pas suffisant. On a eu des cas où les individus ont pris du sursis et 2 ans après, ils ont recommencé. Ils sont retombés sur nous. On les a re-signalés. Donc cette fois, ils ont pris du ferme. Mais c'est un éternel recommencement. Le sens de votre engagement, Nayla Moore, on le sent déjà déterminé, extrêmement au fait de toutes les procédures. Vous disiez tout à l'heure en début d'interview que parmi la Team Moore, 80% des bénévoles ont subi aussi ce genre de violence. Vous le faites pourquoi? Pour vous, pour vos propres enfants, pour la société? Je le fais un peu pour tout finalement parce que en fait, avant de commencer tout ça, j'étais ignorante et en tant que maman, je ne savais pas que ce fléau était si grand et j'aurais pas
eu les outils pour pouvoir faire de la prévention auprès de mes enfants. Donc, et en fait, lorsque j'ai vu cela, lorsque j'ai constaté avec stupeur ces pédocriminels en permanence sur les réseaux, je me suis dit humblement qu'on ne pouvait pas laisser les choses comme ça et que je trouve que l'État ne met pas de moyens, ne fait rien littéralement pour pouvoir protéger nos enfants, tous les enfants. Et c'est un appel que vous lancez ce matin sur RMC, on l'entend, on espère qu'il sera entendu. Naïla Moore, vos enfants sont au courant, vos proches? Alors mes enfants, bien sûr, hein, ils sont au courant depuis que j'ai commencé, mes proches aussi. Qu'est-ce qu'ils en disent? Alors au départ, ils ne comprenaient pas mon engagement, ils ne me soutenaient pas. Ils disaient que ça ne servait à rien, que nous ne réussissions, qu'on ne pourrait pas y arriver, en fait, qu'on ne pourrait faire aucune condamnation, aucune arrestation. Et puis aujourd'hui, avec les résultats qu'on a, c'est « Ah, bravo, félicitations ». Donc c'est purement hypocrite. Il y a une forme de fierté. On peut être fier de ce qu'on fait parce qu'on sauve des enfants comme ça. C'est très chronophage. Très. Effectivement, oui. Tout le temps. Ça empiète sur tout. Oui. On le lit, hein, dans votre livre. Vous allez continuer? Tous les jours, j'ai envie d'arrêter. Tous les jours, j'ai envie de reprendre ma vie d'avant. Mais je peux pas. Pourquoi? Je peux pas parce que je peux pas faire comme si ça n'existait pas. Naïla Moore, c'est aux éditions Télémac. Les prédateurs sont dans la poche de vos enfants. Récit d'un combat. Merci d'être venu sur RMC ce matin pour ce témoignage puissant, Naïla Moore. Merci à vous pour l'invitation.